Vous croyez sans doute que le monde a été gouverné pendant des siècles par de grands et puissants monarques. L'histoire officielle nous persuade que les rois et les empereurs des XVIIe et XVIIIe siècles tenaient les destins de continents entiers dans leurs mains, donnaient personnellement des ordres pour déclencher des guerres, construisaient l'économie et rendaient la justice. Mais il existe une hypothèse historique audacieuse qui réduit ce tableau du monde établi en poussière. On vous a trompé. Si nous regardons les chiffres, les témoignages médicaux et les profils génétiques de ces soi-disant souverains absolus, un tableau complètement différent et choquant se dessine. Le véritable pouvoir ne leur a jamais appartenu. Les chercheurs posent une question parfaitement logique. Comment une machine politique et économique globale a-t-elle pu être dirigée par des gens qui, biologiquement, étaient incapables de se nouer leurs lacets eux-mêmes? Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. Les trônes des plus grandes puissances européennes étaient occupés par des invalides profonds, des fous et des personnes incapables. Compte tenu de l'ampleur des événements, les analystes avancent la théorie que nous n'avons pas affaire à une succession d'accidents tragiques, mais à une catastrophe génétique à grande échelle qui a coïncidé de façon remarquablement heureuse avec la redistribution des richesses mondiales. Passons à des exemples concrets et laissons les émotions de côté, en nous tournant vers la sèche statistique médicale et la mathématique. Prenons l'Empire espagnol de la fin du XVIIe siècle. À cette époque, c'était une structure géopolitique colossale, dont les possessions s'étendaient de l'Amérique du Sud aux Philippines. C'était cet État dont, disait-on alors, le soleil ne se couchait jamais. Il exigeait un contrôle quotidien rigoureux, une logistique des plus complexes, une planification financière continue et la gestion d'armées gigantesques. Et qui siégeait au sommet de cette pyramide administrative? Officiellement, le monarque absolu était le roi Charles II. La science académique officielle tente de présenter son état déplorable comme un effet secondaire fâcheux des mariages dynastiques. Cependant, une analyse mathématique impartiale de sa généalogie révèle des chiffres véritablement effrayants. Le coefficient de consanguinité, c'est-à-dire l'indice de croisement entre proches parents, chez ce souverain s'élevait exactement à 25 centièmes. Pour que vous mesuriez la véritable ampleur de cette anomalie biologique, il suffit de connaître un seul fait. Cet indice est nettement supérieur à celui des enfants nés d'un inceste entre frères et sœurs. C'était une impasse génétique, une catastrophe biologique incarnée dans un seul homme. Selon les documents historiques et les registres médicaux conservés, il était officiellement reconnu comme un invalide profond. Jusqu'à l'âge de 4 ans, ce souverain de la moitié du monde n'était tout simplement pas capable de prononcer un seul mot intelligible. Jusqu'à l'âge de 8 ans, il ne pouvait pas marcher seul. Sa mâchoire était si déformée en raison de mutations génétiques qu'il ne pouvait physiquement pas mâcher normalement ses aliments. Et son élocution restait totalement incompréhensible pour son entourage jusqu'à la fin de sa courte vie. À présent, faites appel à la pensée critique et posez-vous la question principale. Comment un homme qui peinait à formuler les pensées les plus simples et qui nécessitait des soins constants jour et nuit pouvait-il gouverner le plus grand empire transcontinental de l'histoire de l'humanité? La gestion d'un tel État exige l'analyse des rapports, la prise de décisions stratégiques, l'équilibre entre les intérêts des différents ordres, le contrôle de la collecte des impôts et le commandement des flottes militaires. C'est une charge intellectuelle colossale, à laquelle ne parvient pas, loin s'en faut, tout génie. Des chercheurs indépendants soulignent une incohérence logique des plus cruelles. Pendant que le monarque officiel se trouvait dans un état d'hébétude dans les salles somptueuses de son palais, l'Empire continuait de fonctionner. D'immenses galions étaient construits. De nouveaux continents étaient exploités. Les réseaux commerciaux mondiaux fonctionnaient comme une horloge. Et les impôts rentraient régulièrement dans le trésor. Qui prenait réellement toutes ces décisions?
Qui se tenait derrière le dos de l'invalide incapable et tirait les ficelles? Les chroniques officielles mentionnent en passant un certain Conseil de Castille, qui aurait simplement aidé le roi. Mais les chercheurs de la théorie du gouvernement occulte proposent d'examiner cet organe sous un autre angle. Et si ce conseil constituait le véritable pouvoir? Un groupe d'hommes sans couronne, qui aurait en réalité privatisé tout l'appareil d'État, en utilisant le roi malade uniquement comme une enseigne commode. Car si le système fonctionne parfaitement au moment où son commandant suprême est biologiquement incapable de lire un décret d'État, cela signifie que ce commandant suprême n'est qu'un élément décoratif de la façade. Il se transforme en clown sur un trône d'or, dont la seule tâche consiste à détourner l'attention de la foule des véritables mécanismes de gouvernement. Il existe une théorie selon laquelle une telle dégradation génétique des anciennes élites ne résultait pas d'une coïncidence fortuite. C'était l'écran idéal. Un roi faible, malade et totalement incapable représente la figure la plus commode pour ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de renverser le monarque en risquant de provoquer une révolte populaire. Vous n'avez pas besoin d'organiser des révolutions sanglantes. Il suffit simplement d'attendre que la génétique fasse son œuvre et de placer sur le trône un homme qui signera docilement n'importe quel document, même sans en comprendre le sens, ou pour qui ces documents seront signés par des gens spécialement formés. Et pendant que le peuple croyait ardemment au droit sacré des rois sur le pouvoir, adorait leurs portraits et donnait sa vie pour eux sur les champs de bataille, le contrôle réel sur l'économie, les armées et les terres passait entre des mains complètement différentes. C'est la grandiose illusion de la monarchie absolue, le plus grand spectacle de l'histoire de l'humanité. En analysant cette époque, les spécialistes modernes dans le domaine de la gestion et de la logistique arrivent à une conclusion univoque. Il est impossible de diriger un État de la taille de la moitié de la planète en se trouvant dans un état de profonde arriération mentale et physique. Dans la grande politique, personne ne cède le pouvoir volontairement. Si vous avez entre les mains toutes les clés du trésor public et que votre supérieur formel n'est pas capable de comprendre la différence entre l'or et le cuivre, vous devenez le véritable dirigeant. Le monarque se transforme en otage de son propre titre, en sceau vivant que l'on appose sur les documents des vrais maîtres de la situation. Cette hypothèse oblige à repenser complètement tout ce que nous savons sur le partage du monde. Nous commençons à comprendre que l'histoire de cette époque a été écrite non pas par les rois, mais par ceux qui ont compris la formule géniale du pouvoir. Pour gouverner le monde, il faut rester invisible. Mais le plus étonnant est que le cas de l'Empire espagnol n'était pas unique. Ce n'était pas l'anomalie d'un seul pays, mais un système global qui englobait toutes les grandes puissances. L'ampleur de cette mise en scène historique ne fait que commencer à se révéler. L'énigme s'entoure de nouveaux détails effrayants, et ce n'est que le premier fragment d'une mosaïque colossale. Si le cas du souverain espagnol pouvait être attribué à un accident génétique tragique, alors l'analyse détaillée et impartiale de la carte politique de l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles ne laisse pas pierre sur pierre de cette version officielle commode. Les chercheurs se posent une question parfaitement justifiée. Quelle est la probabilité mathématique que, durant une même période historique, les trônes des plus grandes puissances mondiales se soient retrouvés occupés par des personnes qui, d'après les indicateurs médicaux, étaient totalement incapables d'une gestion étatique adéquate? Lorsque l'anomalie géopolitique se répète à de multiples reprises, elle cesse d'être une coïncidence et se transforme en un système strictement calculé. Il existe une théorie selon laquelle nous n'observons pas simplement une crise de l'institution monarchique, mais un processus brillamment planifié de transfert du contrôle global. C'est précisément à cette époque qu'apparaît sur la scène mondiale une classe tout à fait particulière de gestionnaires systémiques.
Faites connaissance. Les cardinaux gris. Ce sont des hommes sans couronne monarchique, sans titre transmis par droit d'origine divine. Mais c'est précisément eux qui tenaient fermement entre leurs mains les véritables leviers de la contrainte économique et politique. L'illusion de la monarchie absolue était entretenue exclusivement pour les gens du peuple qui avaient besoin d'un symbole sacré auquel se vouer. Au même moment, derrière les épais murs des palais se formait une architecture rigide, pragmatique et absolument cynique du gouvernement occulte. Pour comprendre la véritable ampleur de ce phénomène, il est nécessaire d'examiner comment cette matrice gestionnaire s'est implantée dans d'autres centres géopolitiques, formant un modèle global de capture cachée du pouvoir. Tournons-nous vers la France, le grand État qui est traditionnellement considéré dans l'historiographie officielle comme l'archétype du pouvoir royal absolu. L'histoire académique officielle nous dépeint en couleurs vives la splendeur de la cour française, les intrigues des favorites et les bals somptueux. Cependant, si nous examinons les faits bruts à travers le prisme des mathématiques et de la théorie rigoureuse de la gestion, une image complètement différente se dessine. La véritable centralisation du pouvoir d'État en France n'a pas eu lieu grâce aux monarques, mais grâce aux architectes de l'administration occulte, tels que les cardinaux Richelieu et Mazarin. Ce sont précisément ces analystes brillants de leur époque qui ont compris les premiers le postulat essentiel suivant. Gouverner un immense État par l'intermédiaire d'un roi capricieux et imprévisible était trop risqué pour leur plan à long terme. Le facteur humain du monarque menaçait la stabilité de tout le système. C'est pourquoi fut conçue et lancée une machine bureaucratique d'une efficacité remarquable, entrée dans l'histoire sous le nom d'institution des intendants. Ces hauts fonctionnaires étaient nommés à leur poste non pas en vertu d'une naissance aristocratique, mais exclusivement en fonction de leur niveau de compétence et de leur loyauté absolue envers les cardinaux gris. Ils parcouraient toutes les provinces du pays, dotés de pouvoirs sans précédent. Les intendants contrôlaient rigoureusement les tribunaux, percevaient les impôts jusqu'à la dernière pièce, dirigeaient l'appareil policier et réprimaient toute rébellion. En analysant le flux documentaire de cette époque, nous découvrons avec surprise que le pouvoir réel, c'est-à-dire le contrôle effectif sur les flux financiers et le monopole de l'usage de la force, était passé entièrement à ce réseau ramifié. Le roi, dans ce schéma de gestion extrêmement complexe, ne devenait qu'un symbole incroyablement coûteux, un sceau vivant qui légitimait des décisions déjà prises dans les coulisses du palais cardinal. Non moins révélatrice, mais bien plus cynique, était la situation que l'on observait sur les vastes étendues de l'Empire russe. Les analystes et les partisans des théories alternatives proposent d'étudier attentivement, sans se référer aux manuels scolaires, les biographies de ceux qui étaient formellement considérés comme des autocrates absolus. Prenons la fin du XVIIe siècle et la figure du tsar Ivan V. Officiellement, il avait été proclamé corrégent à part entière, mais les documents historiques conservés indiquent de manière directe et sans équivoque ses graves handicaps physiques et ses profonds troubles mentaux. Il était pratiquement aveugle, souffrait de graves défauts de parole et était totalement incapable d'exercer le moindre acte de gouvernement. Ou transportons-nous un peu plus avant dans le temps, au XVIIIe siècle, vers la figure de Pierre III, que même l'historiographie officielle est contrainte de présenter comme un homme infantile, qui passait des journées entières à jouer avec des soldats de plomb, tandis que derrière les murs de ses appartements se décidaient les destinées du pays. Posez-vous la question, en vous appuyant sur une logique élémentaire. Une telle empire transcontinental colossal, qui exigeait une logistique extrêmement complexe pour maintenir le contrôle sur des territoires lointains et une planification militaire permanente, aurait-elle pu fonctionner sous la direction d'hommes présentant de tels diagnostics? La réponse est évidente. L'État était dirigé de manière réelle et stricte par des personnes tout à fait différentes. La totalité du pouvoir politique et économique était concentrée entre les mains de figures telles qu'Alexandre Menchikov, Ernst Johann Biron ou les membres puissants du Conseil suprême secret. C'étaient précisément ces hommes qui n'avaient pas une goutte de sang royal,
qui contrôlait personnellement la grande armée, disposait sans partage du trésor public et définissait les orientations de la politique extérieure. Les autocrates, quant à eux, jouaient le rôle d'un écran commode, de marionnettes obéissantes que les dirigeants occultes pouvaient à tout moment éliminer physiquement par un coup d'état de palais s'ils commençaient à manifester le moindre signe d'indépendance. En comparant ces faits épars à première vue, les chercheurs contemporains arrivent à une conclusion paradoxale. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, eut lieu une capture corporative silencieuse, sans effusion de sang, mais absolument totale, de l'ensemble de l'appareil d'État des principales puissances mondiales. La vieille aristocratie terrienne et les dynasties royales furent délibérément marginalisées. On les isola artificiellement dans les somptueuses cages dorées des palais, et, au moyen de mariages consanguins planifiés, on les amena méthodiquement à un état de dégradation biologique. Un roi intelligent, fort et indépendant représente une menace colossale pour les syndicats occultes, parce qu'il peut poser des questions sur les impôts, tandis qu'un souverain faible d'esprit se contente de signer. Derrière les dos des monarques en dégradation se formait rapidement une nouvelle caste de gestionnaires professionnels et de géniaux cardinaux gris. Ils n'avaient pas besoin de gloire publique. Ils ne voulaient qu'un système d'extraction des profits fonctionnant sans interruption. L'illusion de la monarchie absolue s'est révélée le plus génial écran de fumée de l'histoire humaine. Pendant que les naïfs gens du peuple forgeaient des légendes sur les bons rois, le pouvoir réel s'occupait de la sèche mathématique géopolitique. Les monarques sont devenus les premiers hologrammes politiques de l'histoire, détournant l'attention de millions de personnes des véritables maîtres du monde. Mais si les rois n'étaient qu'un écran éclatant pour la foule, et que les machines étatiques étaient réellement dirigées par des cabinets cachés dans l'ombre, surgit alors la question suivante, encore plus intrigante. Où allaient réellement les colossaux moyens financiers prélevés dans toute l'Europe? Lorsque des analystes indépendants commencent à comparer les budgets royaux officiels avec les capitaux occultes des nouvelles structures, apparaît une anomalie financière et mathématique d'échelle inimaginable, qui changera à jamais votre vision du monde. Si nous écartons les illusions romantiques sur les rois nobles, dictées par les manuels scolaires, et que nous passons à la sèche analyse financière, s'ouvre devant nous une véritable anomalie mathématique colossale. Les chercheurs contemporains de l'histoire économique se posent la question la plus importante que la science officielle préfère soigneusement contourner depuis des siècles. Lorsque nous commençons à comparer de façon détaillée et impartiale les budgets officiels des plus grands empires européens et les capitaux occultes en croissance rapide de structures complètement nouvelles, non étatiques, le solde ne correspond plus sur des sommes gigantesques, astronomiques. Il existe une théorie selon laquelle c'est précisément à cette période historique qu'a commencé un processus sans précédent dans l'histoire d'extraction des actifs matériels réels du contrôle des monarchies classiques. On nous a toujours inculqué que le trésor royal constituait le principal réservoir financier de l'État, et que le monarque lui-même était le propriétaire unique et souverain de toutes les richesses de son pays. Cependant, si nous examinons les chiffres et analysons les flux monétaires cachés de cette époque, une image complètement différente et paradoxale se dessine. L'or, les impôts prélevés sur les continents conquis et les super-profits issus du commerce transatlantique mondial se sont pour une raison ou une autre accumulés non pas dans les somptueux palais, mais sur les bilans de syndicats financiers fermés. Pour comprendre comment a été réalisé avec virtuosité ce gigantesque tour de passe-passe économique d'échelle planétaire, il nous faut nous transporter dans l'Empire britannique et examiner attentivement l'un des paradoxes les plus criants de l'histoire de l'administration publique. C'est l'époque où la folie absolue du souverain officiel est devenue le paravent idéal pour la création de la machine financière la plus perfectionnée destinée à pomper les ressources. Au centre de cette enquête historique se trouve le roi britannique George III, qui régnait nominalement à la fin du XVIIIe
et au début du XIXe siècle. La médecine officielle et les historiens conservateurs affirment sans appel que ce monarque souffrait d'une grave maladie génétique connue en science sous le nom de porphyrie, qui a fini par le conduire à une folie complète et irréversible. Des centaines de témoignages médicaux documentés ont été conservés, montrant comment l'homme qui dirigeait formellement le plus grand empire de la planète passait des heures à converser avec des arbres dans le parc royal, les prenant tout à fait sérieusement pour des ambassadeurs étrangers, signait des feuilles de papier absolument vides et souffrait d'hallucinations terribles et incessantes. Les périodes de lucidité mentale devenaient de plus en plus courtes, jusqu'à ce qu'il sombre définitivement dans les ténèbres d'une profonde démence. Et c'est précisément ici que les chercheurs indépendants se heurtent à une discordance logique monumentale. Selon les lois de la logique de base et de la théorie de l'administration publique, lorsqu'un commandant suprême et un souverain absolu perd la raison, la machine étatique devrait inévitablement sombrer dans le chaos, une corruption totale et une crise systémique profonde. Mais dans la pratique, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est précisément sur fond de la folie progressive et terrifiante de George III que l'Empire britannique affichait une croissance économique sans précédent, une expansion colossale des territoires d'outre-mer et une complexification phénoménale de l'appareil bureaucratique interne. La base législative fonctionnait de manière irréprochable. Les impôts étaient perçus avec une efficacité mathématique saisissante, et les flottes étaient envoyées en expéditions précisément calculées. Il se dégage une impression tenace que la démence du roi n'influait en rien sur le fonctionnement de cet immense système. Cela prouve irréfutablement que le véritable centre de décision se trouvait très loin des appartements royaux. La clé de ce paradoxe historique réside dans un piège financier génial qui s'était refermé bien avant que des rois malades des fous n'accèdent à leur trône. Les analystes proposent de revenir un peu en arrière dans le temps, en 1694, lorsque se produisit un événement qui changea à jamais et irrévocablement l'économie mondiale. La Banque d'Angleterre fut créée. Officiellement, cela est présenté dans les manuels comme une importante et progressive réforme économique. Mais si nous examinons les mécanismes cachés de fonctionnement de cet établissement, la théorie de la prise de contrôle corporative des États acquiert une chair et un sang terrifiants. Le fait est que la Banque d'Angleterre n'était à l'origine pas une institution d'État au sens moderne que nous donnons à ce mot. C'était un syndicat financier privé qui proposa à la monarchie britannique un marché incroyablement astucieux et perfide. Ces financiers inconnus prêtaient au roi d'énormes sommes d'argent pour mener des guerres interminables. Mais en échange, ils obtenaient le droit exclusif d'émettre des billets de banque en papier, rigoureusement garantis par la dette publique. C'est précisément à ce moment décisif que naquit le système global de ce que l'on appelle la dette nationale. C'était un nœud coulant invisible, mais incroyablement solide, passé au cou de n'importe quelle monarchie européenne. Dès lors, le roi régnant n'était plus le souverain maître de son propre pays. Il s'était en fait transformé en un débiteur éternel et dépossédé d'un groupe de banquiers privés inconnus. La mathématique de ce schéma occulte est irréprochable et cruelle dans son pragmatisme. Les énormes impôts qui étaient régulièrement perçus auprès des simples citoyens britanniques n'allaient plus du tout dans la trésorerie royale pour le développement des infrastructures de l'État, mais étaient dirigés vers le paiement d'intérêts infinis sur la dette nationale au profit de ce syndicat privé. Les monarques furent privés à jamais de leur indépendance financière. Pendant que le roi George III, devenu fou, errait sans but dans ses jardins, les financiers occultes accumulaient des richesses dépassant de plusieurs fois les budgets officiels de l'Empire. Ce bouleversement financier provoqua un phénomène que les chercheurs appellent l'anomalie bureaucratique. Comme les syndicats avaient besoin d'un remboursement ininterrompu de leurs investissements, ils initièrent la création d'un appareil gigantesque et incroyablement efficace, chargé de percevoir les impôts
et de contrôler le commerce. La bureaucratie se développa en progression géométrique, ignorant totalement le fait qu'un homme incapable siégeait sur le trône. Les fonctionnaires, les douaniers, les inspecteurs des impôts et les juges ne servaient plus le roi. Ils servaient méthodiquement les intérêts du système de la dette nationale. La monarchie devint simplement une marque reconnaissable, un emballage éclatant derrière lequel se cachait le froid calcul mathématique des investisseurs. Selon une théorie, c'est précisément pour cette raison que les élites trouvaient si avantageux d'avoir des souverains malades et fous. Un monarque sain et ambitieux aurait pu s'indigner du fait que son pays était mis en gage auprès de particuliers. Il aurait pu tenter d'annuler la dette nationale ou de nationaliser les banques, tandis qu'un roi fou était parfaitement inoffensif pour cette affaire grandiose. Il jouait docilement son rôle dans ce théâtre politique de l'absurde, garantissant la stabilité du système financier occulte. Mais si nous acceptons cette hypothèse et comprenons que les syndicats ont complètement intercepté le contrôle des flux monétaires des empires, une nouvelle énigme terrifiante apparaît. Les grandes sommes d'argent ont besoin de protection, et le commerce mondial exige une force physique brutale. Si les rois ont été privés de leurs ressources financières, à qui obéissaient réellement les forces armées? En analysant les indicateurs militaires et démographiques de cette époque, nous constatons un non-sens qui défie toute explication officielle. Sur la scène apparaissent des mégacorporations dont les armées privées font paraître les troupes royales comme un misérable groupe de garde. Si la gigantesque arnaque financière des dettes nationales et des banques centrales privées a privé à jamais les monarchies européennes de leur indépendance économique, la partie suivante de ce terrifiant puzzle historique détruit définitivement le mythe établi de la souveraineté étatique des grands empires. Passons au non-sens militaire et démographique que l'historiographie académique officielle préfère éviter en gardant un silence gêné depuis plusieurs décennies. Les chercheurs indépendants se posent une question parfaitement logique. Tout pouvoir politique, et plus encore un pouvoir de dimension géopolitique et transcontinentale, ne repose pas seulement sur des lois écrites et des impôts perçus, mais aussi sur la force physique brute, c'est-à-dire sur une armée régulière et une flotte militaire. On nous a toujours appris avec insistance à l'école que les rois et les empereurs étaient les véritables commandants en chef suprêmes, qui menaient personnellement au combat les régiments bardés de fer, élaboraient les plans stratégiques et disposaient souverainement du sort de millions de soldats armés. Mais si nous acceptons l'audacieuse hypothèse analytique selon laquelle les budgets de l'État ont été pratiquement entièrement aspirés par les syndicats financiers occultes, tandis que sur les trônes d'or siégeaient des hommes génétiquement malades, incapables ou franchement fous, une béance logique apparaît. Sur quels moyens colossaux étaient réellement entretenus et équipés les gigantesques machines militaires des XVIIe et XVIIIe siècles? Qui, dans la réalité, donnait les ordres aux lourdes flottes de ligne qui sillonnaient tous les océans du monde et établissaient une hégémonie globale? Il existe une théorie qui propose d'examiner cette question intrigante à travers le prisme froid de la gestion corporative et du calcul mathématique. C'est précisément à cette époque charnière de l'histoire que surgissent sur la scène mondiale des structures tout à fait uniques, sans précédent, et terrifiantes par leur puissance illimitée, que nous qualifierions aujourd'hui sans erreur de mégacorporations transnationales. Elles disposaient de ressources matérielles colossales, supérieures aux capacités économiques de continents entiers, et agissaient en totale indépendance de la volonté des monarques titrés. L'armée royale d'État devenait peu à peu et inéluctablement une simple décoration théâtrale, destinée exclusivement aux parades devant les balcons des palais, tandis que la véritable et brutale monopolisation de la violence passait rapidement entre les mains privées et fermées des syndicats commerciaux. Pour prendre pleinement conscience de l'ampleur réelle de ce paradoxe militaire et démographique, nous devons nous tourner vers des chiffres historiques concrets et des faits documentés qui brisent sans pitié
le tableau du monde habituel et confortable. Prenons pour l'exemple le plus frappant l'entreprise commerciale la plus connue et infiniment puissante de cette époque, entrée dans les annales de l'histoire sous le nom de Compagnie britannique des Indes orientales. Officiellement dans les chroniques, cela est présenté comme une simple société par action, créée par un groupe de marchands entreprenants de la capitale exclusivement pour le commerce des épices aromatiques, de la soie précieuse et du thé exotique sur des territoires asiatiques lointains et dangereux. Cela sonne tout à fait inoffensif et romantique, n'est-ce pas? Cependant, l'analyse mathématique impartiale des registres logistiques conservés et des archives militaires closes révèle une vérité choquante, dont il n'est pas d'usage de discuter dans les milieux académiques. Au milieu du XVIIIe siècle, cette soi-disant compagnie commerciale privée disposait de sa propre armée, magnifiquement entraînée, disciplinée et armée selon le dernier cri de la technique mortelle de l'époque. Le nombre documenté de cette formation militaire privée s'élevait à l'incroyable chiffre de 260 000 hommes. Et maintenant, comparons froidement ce chiffre colossal avec les données statistiques officielles de l'appareil d'État de la même période. L'armée régulière de l'État de l'Empire britannique elle-même, cette armée qui était censée défendre les intérêts nationaux originaires et qui était directement subordonnée au monarque, était exactement 2 fois plus petite durant le même segment historique. Réfléchissez à ce fait mathématique surprenant et paradoxal qui renverse l'histoire sans dessus-dessous. Une corporation commerciale privée entretient et finance entièrement des forces terrestres 2 fois supérieures à l'armée d'État de la plus grande et la plus riche puissance mondiale. Des analystes militaires indépendants se posent une question tout à fait légitime. Pourquoi une entreprise commerciale, dont le but statutaire est l'achat banal de poivre noir et de tissus de coton, aurait-elle eu besoin de sa propre armée régulière comptant des centaines de milliers de soldats professionnels, une artillerie lourde, une cavalerie d'élite et son propre système imprenable de fortification? C'est absolument irrationnel et absurde du point de vue de l'économie classique du temps de paix, à moins que nous ne changions radicalement l'angle de vue sur la véritable nature cachée de cette organisation énigmatique. Les partisans des hypothèses historiques alternatives proposent de considérer la Compagnie britannique des Indes orientales non pas comme une entreprise commerciale chanceuse, mais comme une forme idéale et expérimentale d'un gouvernement mondial occulte, testant en pratique un tout nouveau modèle impitoyable d'absorption corporative totale. Cette pragmatique et méticuleusement calculé modèle n'exigeait absolument aucune participation des rois malades. Tandis que le monarque fou, dans sa capitale embrumée, conversait avec le vide dans le parc, ou passait des heures à déplacer des soldats de plomb peint, le conseil d'administration de la corporation privée planifiait froidement des campagnes militaires d'envergure, renversait cyniquement les dirigeants locaux réfractaires sur d'autres continents, s'emparait de territoires colossaux et y imposait ses propres lois commerciales cruelles. De plus, ces méga-corporations transnationales ne disposaient pas seulement d'énormes troupes terrestres superbement équipées. Si nous examinons la logistique, nous constatons qu'elles construisaient dans leur propre chantier naval, armées avec les équipements les plus avancés, et entretenaient toute l'année d'immenses flottes militaires navales, techniquement et numériquement supérieures aux escadres royales de l'État. Des centaines de lourds navires de combat à plusieurs ponts, capables d'un seul tir de réduire en poussière l'infrastructure de tout État indépendant côtier, obéissaient sans réserve aux ordres d'actionnaires inconnus et cachés dans l'ombre, et non aux décrets monarchiques publics lus sur les places. À qui prêtaient réellement serment de fidélité les amiraux illustres, les capitaines expérimentés et les généraux endurcis par les combats, si leurs généreuses soldes étaient régulièrement versées en or, provenant de la caisse sans fond du syndicat commercial privé, et non de la trésorerie royale, vidée et accablée de dettes? La conclusion s'impose d'elle-même.
et sonne comme une condamnation de l'histoire officielle. Les forces armées furent entièrement, systématiquement et irrévocablement privatisées. Les rois furent définitivement privés du dernier et plus important attribut du véritable pouvoir souverain. Leurs somptueux palais parsemés d'or étaient gardés par une poignée de gardes en uniforme de parade élégant, dont les décisions ne pesaient d'aucun poids, tandis que les véritables et invisibles maîtres du monde menaient la géopolitique continentale globale à l'aide d'une machine militaire privée sans précédent. Cette audacieuse hypothèse analytique explique brillamment, sans aucune faille, pourquoi les élites financières occultes avaient un besoin vital de dirigeants faibles, fous, infantiles et génétiquement malades sur les trônes européens. Tout monarque véritablement fort, volontaire, intellectuellement développé et mentalement sain, en voyant de ses propres yeux qu'une armée privée autonome fonctionnait légalement sur son territoire souverain, avec un effectif 2 fois supérieur à celui des forces armées de l'État, l'aurait immédiatement considéré comme une menace directe et existentielle pour la sécurité nationale, ainsi qu'une trahison absolue de l'État. Il aurait ordonné de lever la garde et aurait tenté de détruire physiquement à tout prix cette corporation devenue arrogante, en confisquant tous ses actifs. Mais un homme profondément malade et dément, portant une lourde couronne d'or sur la tête, était biologiquement, physiquement et intellectuellement incapable de saisir l'ampleur monstrueuse du redécoupage du monde qui se préparait. L'illusion de la monarchie absolue était entretenue non seulement dans les domaines politiques et financiers complexes, mais aussi dans la propagande militaire. Les citoyens simples et confiants croyaient fermement que leur père et leur fils partaient en campagne lointaine pour verser leur sang pour la foi, leur bon roi et la grande patrie. Alors qu'en réalité, selon des contrats secs, ils devenaient de simples mercenaires sans droit au service d'une corporation commerciale privée, assurant l'expansion agressive de ces marchés étrangers. Cette substitution grandiose des concepts constitue un chef-d'œuvre inégalé et génial d'ingénierie sociale des siècles passés. Les impôts des citoyens ordinaires allaient fidèlement, jusqu'au dernier sou, payer l'énorme dette nationale artificiellement créée envers les banquiers privés. Et ces mêmes citoyens devenaient de la chair à canon bon marché pour les armées privées mondiales des mêmes syndicats. C'était un système idéal et parfaitement fonctionnel de cycle fermé d'extraction des profits, dans lequel l'État nominal ne servait que d'enseigne commode, de fiction juridique, derrière laquelle se cachaient en toute sécurité les conseils d'administration sans visage des sociétés transnationales. En comprenant la mécanique de cette grandiose tromperie historique, nous nous approchons de près de la résolution du principal mystère. Si la folie des dirigeants n'était qu'un outil entre les mains des marionnettistes corporatifs, quel était le but final de ce spectacle pluriséculaire? Nous sommes au seuil du climax de cette théorie. Nous nous sommes rapprochés de près du dénouement principal de cette vaste enquête historique, de ce moment culminant où tous les fragments épars d'une mosaïque colossale s'assemblent en un tableau unique et terrifiant par sa perfection. Analysant les cartes médicales terrifiantes des monarques fous, les rapports financiers secs des premières banques centrales et les échelles logistiques des gigantesques armées privées, les chercheurs indépendants formulent une conclusion globale. Faites connaissance avec le concept d'envergure, qui a reçu dans les milieux analytiques restreints le nom non officiel de théorie de la prise de contrôle corporative. Selon cette hypothèse historique incroyablement audacieuse, ce que nous avons l'habitude depuis l'enfance de considérer comme l'histoire classique et authentique des XVIIe et XVIIIe siècles est en réalité constitué des chroniques magistralement éditées du coup d'État le plus grandiose, le plus dépourvu d'effusion de sang et le plus cynique de l'histoire de la civilisation humaine.
L'épidémie de maladies génétiques des plus graves qui a frappé les cours monarchiques, les dettes nationales astronomiques qui ont réduit pour toujours des États entiers en esclavage, et l'apparition soudaine de méga-corporations commerciales transnationales dotées de leurs propres forces armées invincibles, tout cela ne sont absolument pas des coïncidences historiques fortuites, ni des processus parallèles de développement de la société. Ce sont des éléments parfaitement synchronisés et mathématiquement calculés d'un plan global unique visant à démonter complètement la forme traditionnelle de gouvernement de l'État et à instaurer un nouvel ordre mondial caché. Les véritables marionnettistes, ces mêmes cardinaux gris invisibles et financiers occultes géniaux, ont compris la principale vulnérabilité critique de la monarchie absolue classique. La présence sur le trône d'un leader fort et indépendant, doté de pouvoirs illimités, représentera toujours une menace colossale et imprévisible pour leur activité commerciale à long terme et transcontinentale. Pour s'emparer sans partage des ressources de toute la planète, ces syndicats occultes devaient éliminer à jamais la possibilité théorique elle-même de voir apparaître sur le trône d'État un dirigeant autonome, volontaire et intellectuellement développé, capable de poser des questions superflues. Et ils ont trouvé un moyen véritablement génial de le faire, sans recourir à une rébellion armée ouverte ou à une terreur populaire de masse. Ils ont utilisé contre les vieilles élites qui gouvernaient depuis des siècles l'arme la plus fiable, la plus inéluctable et la plus silencieuse de l'univers, la biologie de base et les lois impitoyables de la génétique. Les partisans de cette théorie historique paradoxale nous proposent de regarder l'institut tant décrié des mariages dynastiques monarchiques sous un tout autre angle analytique. L'Académie officielle, pendant de nombreux siècles, s'efforce de nous convaincre que les rois européens n'épousaient que leurs proches parents par le sang en raison d'un attachement aveugle et fanatique aux traditions anciennes, pour conclure des alliances politiques ou par le désir irrésistible de préserver ce que l'on appelle le sang bleu, dans une pureté absolue et originelle. Mais les mathématiciens modernes et les spécialistes de la génétique des populations y voient quelque chose de tout à fait différent. Ils ont devant eux un piège biologique créé artificiellement, cruellement contrôlé et fermé. Il existe une hypothèse fondée selon laquelle l'inbreeding, c'est-à-dire le croisement régulier entre proches parents, était encouragé et dirigé secrètement, mais très activement, par les marionnettistes cachés, comme l'instrument idéal d'une dégradation méthodique et scientifiquement fondée de l'ancienne aristocratie terrienne. En isolant les monarques orgueilleux dans un pool génétique incroyablement étroit, composé de seulement quelques familles européennes, les architectes occultes du nouvel ordre mondial ont lancé un processus mathématiquement inévitable de dégénérescence biologique totale. Il n'a fallu à ces stratèges géniaux que quelques générations de sélection dirigées pour transformer les fiers descendants de guerriers redoutables et de souverains indépendants en invalides profonds et incurables, souffrant des formes les plus graves de diverses maladies, d'une démence progressive et de troubles physiques terrifiants. C'était une stratégie multi-étapes brillante, bien que monstrueuse par sa cruauté cynique. Un roi génétiquement malade, physiquement et intellectuellement incapable de penser par lui-même, d'analyser les documents d'État et de prendre des décisions adéquates, devenait instantanément l'otage idéal, docile et avis, de son propre entourage immédiat. Un tel souverain n'avait plus besoin d'être renversé du trône, au risque de provoquer une guerre civile à grande échelle. Il n'avait plus besoin d'être soigneusement protégé contre de nombreux ennemis extérieurs, car son ennemi principal et invincible était devenu sa propre génétique irrémédiablement détruite. Et pendant que la médecine de cour officielle de l'époque ne faisait que lever les bras avec impuissance, en attribuant hypocritement tous les symptômes terrifiants à une providence divine insondable, le pouvoir réel et tangible s'écoulait à jamais des mains affaiblies des monarques directement vers les cabinets luxueux et fermés des puissants syndicats financiers.
C'est précisément durant cette période historique artificiellement conçue de vide politique total, alors que sur les trônes d'or siégeaient des dirigeants absolument incapables, qu'a été posé le solide fondement en béton armé de ce monde corporatif dans lequel l'humanité continue de vivre jusqu'à ce jour. Les structures occultes n'avaient plus besoin de conquérir directement les territoires par des guerres classiques. Ces nouveaux maîtres invisibles du monde absorbaient des pays souverains entiers et immenses par le biais d'un système ingénieux de dette nationale colossale et par la privatisation silencieuse des principales fonctions de l'État. Les premières banques centrales privées prirent sous leur contrôle total et sans appel l'émission de la monnaie papier, transformant en quelques années des empires jadis puissants en leurs débiteurs obéissants et éternels. Les mégacorporations commerciales transnationales privées monopolisèrent rapidement l'ensemble du commerce maritime mondial. La perception rigoureuse des impôts sur d'immenses territoires coloniaux et même la justice locale. Mais si les corporations sans visage et les banques privées se sont accaparées tout le pouvoir économique réel, tout l'argent du monde et la plus combative des armées privées, surgit alors la dernière question, la plus intrigante. Pourquoi leur fallait-il conserver l'ancien institut de la monarchie? Pourquoi dépensaient-ils des sommes astronomiques pour entretenir tous ces hommes profondément malades et déments dans leur palais incroyablement somptueux et doré? La réponse à cette question logique réside dans une compréhension géniale et profonde des lois de la psychologie humaine de masse et des principes de l'ingénierie sociale globale. Les architectes du nouvel ordre mondial comprenaient parfaitement et clairement que des millions de personnes simples et non éduquées ne pourraient jamais prêter serment de fidélité de manière sincère à un conseil d'administration sans visage et fermé d'une société par action ou à un livre comptable sec d'une banque centrale privée. La psyché humaine, élevée pendant des millénaires dans les traditions strictes des siècles passés, avait un besoin vital d'un symbole vivant, compréhensible. Il fallait une figure sacrée et inviolable, que l'on puisse aimer sincèrement de tout son cœur, et pour laquelle on puisse donner sa vie sur les champs de bataille. La foule avait un besoin critique d'une idole. Ainsi, la grande monarchie pluriséculaire a subi la transformation la plus cynique et la plus humiliante de toute son histoire. D'institut sacré du pouvoir réel et souverain, elle a été artificiellement transformée en un banal spectacle médiatique, en une immense mise en scène théâtrale destinée aux masses. Profondément malades et franchement déments, les rois étaient régulièrement vêtus d'habits d'or lourds, abondamment chargés de diamants étincelants, et solennellement conduits sur les balcons des palais, uniquement pour que la foule de plusieurs milliers de personnes puisse joyeusement saluer ses dirigeants nominaux. Les monarques devinrent les premières figures médiatiques publiques mondiales de l'histoire de l'humanité, dont la seule fonction étatique réelle consistait désormais simplement à détourner l'attention des citoyens de ce qui se passait dans les coulisses. Pendant que les journaux s'enthousiasmaient pour les détails scandaleux des bals somptueux et les excentricités terrifiantes des dirigeants devenus fous, les véritables maîtres du monde divisaient froidement entre eux des continents entiers. Les anciennes familles royales se transformèrent à jamais en paratonnerres sociaux idéaux. Si une crise économique violente éclatait soudain dans un immense pays, le peuple, par habitude, accusait toujours exclusivement les ministres avides ou son roi dément. Les simples gens ne soupçonnaient même pas l'existence des puissants syndicats financiers qui avaient artificiellement provoqué cette crise même afin d'en tirer un super profit incroyable. C'étaient des clowns sur le trône, dans le sens le plus littéral, le plus impitoyable et le plus cynique de ce mot. Un écran étatique éclatant, derrière lequel se dissimulait en toute sécurité le mécanisme pragmatique de la gestion corporative totale de notre planète. Cette illusion grandiose
permit aux structures occultes de reconfigurer complètement le monde. Et si cette hypothèse est juste, nous approchons de la conclusion la plus sérieuse de notre histoire. Plongeant dans les profondeurs sombres de cette grandiose hypothèse historique, nous inévitablement approchons de la conclusion la plus principale, terrifiante et philosophique de notre vaste enquête. Si vous croyez naïvement que l'époque des monarques malades et des tout-puissants cardinaux gris est restée à jamais dans un passé lointain, solidement caché sous une épaisse couche de poussière archivistique, alors l'analytique indépendante contemporaine vous forcera à revoir radicalement vos points de vue sur la réalité. Il existe une hypothèse fondée et mathématiquement calculée selon laquelle le grandiose système de gestion corporative occulte, brillamment mis à l'épreuve sur les rois déments des XVIIe et XVIIIe siècles, n'a nulle part disparu. Il n'a pas été détruit par des soulèvements populaires spontanés et il ne s'est pas dissous à la suite de réformes démocratiques progressistes. Au contraire, ce système a évolué de façon phénoménale, s'est adapté aux nouvelles réalités technologiques et a atteint son absolue, insurpassable et terrifiante perfection. Ces lointains événements historiques n'étaient qu'un bêta-testage mondial incroyablement réussi d'une architecture de pouvoir fondamentalement nouvelle. Les syndicats financiers occultes, ayant pris conscience dans la pratique de toute l'incroyable efficacité de la gestion d'État par l'intermédiaire de marionnettes obéissantes et absolument incapables, ont pris la décision pragmatique de consolider durablement cet algorithme fiable comme le fondement inébranlable du nouvel ordre mondial. Il nous faut planter dans notre conscience une véritable bombe philosophique qui détruit sans pitié la douce illusion de la liberté de choix. Ce que nous appelons aujourd'hui par habitude l'histoire mondiale objective est en réalité un scénario soigneusement rédigé et rigoureusement édité. C'est un colossal communiqué de presse pluriséculaire, rédigé exclusivement dans l'intérêt des mégacorporations transnationales victorieuses et de ces mêmes premières banques centrales privées. Ils ont réécrit les manuels académiques officiels de telle sorte que nous croyons sincèrement, dès l'enfance, en un progrès social continu de l'humanité, en une évolution humaniste de la pensée politique, et en ce que le pouvoir réel est progressivement, par le biais de révolutions, passé entre les mains des simples citoyens. Mais si nous écartons cette belle, hypnotisante enveloppe propagandiste et appliquons des méthodes d'analyse structurales rigoureuses et impartiales, nous ne voyons qu'une modernisation continue et planifiée des mécanismes cachés du contrôle corporatif. Les historiens et les politologues indépendants, pensant en dehors des cadres étroits des dogmes officiels, se posent une question d'une profondeur étonnante. Qu'est-ce qui a fondamentalement et concrètement changé lors de la transition historique des empires absolus classiques aux formes modernes d'organisation de l'État? Au premier regard superficiel, les monarchies sont définitivement tombées, et à leur place légitime sont venus des systèmes électoraux complexes et transparents. Mais regardons la mécanique cachée de ce processus politique à travers le prisme froid de la théorie des syndicats occultes. Les véritables marionnettistes du siècle dernier ont compris à temps le postulat essentiel suivant. Maintenir constamment leur pouvoir par l'intermédiaire de rois génétiquement malades et physiquement difformes devient trop fastidieux, coûteux et surtout inesthétique. L'inbreeding s'est révélé un instrument biologique trop imprévisible, tandis que les couronnes d'or, les lourds sceptres et le faste ostentatoire des palais commençaient à susciter chez la foule appauvrie une irritation et une haine incontrôlables. C'est pourquoi les syndicats occultes ont accompli un pas véritablement génial et sans précédent à l'échelle planétaire. Ils ont volontairement et entièrement démantelé les vieilles façades royales délabrées et ont généreusement offert au peuple la brillante illusion d'un contrôle absolu sur son propre destin par le biais de la procédure du vote secret de masse. Cependant, le contrôle monopolistique sur l'émission de la monnaie papier, sur la formation des dettes nationales gigantesques et sur les flux transcontinentaux mondiaux de ressources premières est resté exactement dans les mêmes mains, soigneusement dissimulé aux regards étrangers.
Seule la décoration théâtrale extérieure a changé sur la scène politique mondiale. À la place des trônes massifs dorés, sont apparues les tribunes en bois des campagnes électorales. Et à la place des manteaux royaux pavés d'or, les costumes stricts et professionnels des hommes politiques sont entrés durablement dans les mœurs. Mais l'essence profonde de ce grand spectacle historique est restée absolument inchangée. Si nous analysons de façon extrêmement attentive, sans émotion superflue et sans sympathie partisane personnelle, le comportement de nombreux dirigeants politiques contemporains du XXe et du XXIe siècle, nous découvrons avec effroi des parallèles terrifiants et choquants avec l'époque des monarques en dégradation. Cette prise de conscience fait littéralement se figer le sang dans les veines lorsque l'on commence à comprendre l'ampleur réelle et le cynisme de ce qui se déroule. Portez votre attention soutenue sur qui, précisément, parvient aujourd'hui le plus souvent au plus haut sommet de l'Olympe politique dans les principales puissances mondiales. S'agit-il toujours d'intellectuels absolument indépendants, brillants et volontaires, capables à eux seuls de défier le système économique mondial établi? Des analystes financiers indépendants et des spécialistes de premier plan en psychologie cognitive relèvent une tendance incroyable et terrifiante. De plus en plus souvent, nous voyons devant les caméras de télévision des personnes qui confondent ouvertement les mots dans les phrases les plus simples, se perdent totalement dans l'espace qui les entoure, ne parviennent pas à trouver seuls la sortie de la scène éclairée, serrent la main au vide, ou lisent d'une voix monotone des pensées étrangères, rédigées par quelqu'un d'autre, sur un prompteur en verre, sans en comprendre le moindre la véritable portée. Les médias d'État officiels tentent chaque fois désespérément de justifier ces incidents criants par une grande fatigue, un âge avancé, un mauvais état de santé, ou simplement de charmantes bizarreries humaines. Mais les partisans perspicaces de la théorie de la prise de contrôle corporative y voient un analogue moderne, direct et absolument non déguisé de cette même folie génétique de Charles II ou de la porphyrie progressive du roi britannique George III.